60 pays, des milliers de femmes et un même silence au moment où la voix d'Ibrahim Traoré s'élève. Dans cette salle où se croisent ministres, paysannes, entrepreneurs et étudiantes, il parle de pauvreté persistante, d'enfants perdus, d'industries qui stagnent, tout en affirmant que le basculement commencera par celles qui sont déjà au cœur de l'agriculture et de la transformation. Alors, que change concrètement cet appel pour celles qui vivent loin des capitales et pourquoi Ibrahim Traoré insiste-t-il pour faire de leur leadership le point d'ancrage de la souveraineté africaine? Entre promesses politiques et réalité rurale, l'écart se mesure désormais en actes visibles. Le discours ne se contente pas de célébrer un potentiel, il promet une trajectoire mesurable depuis l'accès à la terre et à l'eau jusqu'à la capacité de transformer et de distribuer ce qui est produit. L'enjeu annoncé est clair. Si ces conditions ne changent pas pour les femmes, surtout rurales, aucune souveraineté économique ne peut s'installer durablement. Cette promesse devient alors un test collectif, car elle exige des choix visibles, infrastructures utiles, mécanismes de soutien, formation professionnelle et programmes capables d'exister hors des capitales. La valeur de cette promesse tient dans une question simple mais décisive. Qui osera traduire les mots en structures réelles? Et c'est ici que le risque apparaît. Si les mesures restent déclaratives, l'exil continuera, l'industrie restera fragile, et l'unité demeurera un horizon lointain. À l'inverse, si les outils, les espaces de production et le financement deviennent accessibles, alors l'appel porté par Ibrahim Traoré cesse d'être une aspiration symbolique et devient une dynamique qui peut changer une chaîne entière, du champ au marché intérieur. Deux faits émergent immédiatement et ils bouleversent la lecture. 60 pays sont réunis et pourtant le pivot réel du discours n'est pas l'ampleur de la salle, mais la façon dont une seule chaîne, produire, transformer, distribuer, devient la mesure concrète de la souveraineté annoncée. Cette révélation précoce déplace l'attention. Ce n'est pas la rhétorique qui compte, mais la capacité à modifier des conditions matérielles que le texte décrit sans détour. Dans cette perspective, le propos d'Ibrahim Traoré gagne en précision. L'axe central répète un constat simple. Aucune unité ne peut tenir si la moitié des forces vives d'un continent reste cantonnée à un rôle secondaire, surtout là où se jouent les premiers maillons de la production. Le discours associe alors deux dimensions souvent séparées. Un horizon continental, l'indépendance ne peut venir d'un seul État, et une mécanique concrète ancrée dans la vie quotidienne des femmes rurales. L'une ne va pas sans l'autre. L'ambition échoue si la chaîne matérielle reste fragile. Cette logique s'inscrit dans une douleur collective pleinement assumée. Enfants perdus, industrie stagnante, dépendance persistante à l'aide extérieure, exil risqué pour chercher ailleurs ce qui aurait dû être possible sur place. La force du récit tient à ce va-et-vient constant entre aspiration et dureté du terrain. D'un côté, l'unité est présentée comme condition d'autonomie. De l'autre, cette autonomie n'existe pas tant que la production locale manque d'outils, de terres, de formation et d'accès à la transformation. C'est ici que la mini-reveal rejoint la question ouverte en P1. Si la souveraineté est un résultat à fabriquer, alors chaque maillon devient un indicateur. Et selon le discours source, c'est la femme rurale qui sert de test. Si ces conditions ne changent pas, aucune promesse ne tient. Si elles évoluent, même lentement, alors les appels à l'unité prennent un sens opérationnel. Le récit installe un guide collectif. La femme africaine, surtout rurale, décrite non comme une bénéficiaire passive, mais comme le point d'appui qui relie production, transformation et circulation de la valeur. À travers elle, la scène quitte le symbolique pour entrer dans des effets immédiats, nourrir, approvisionner le marché intérieur, stabiliser des revenus et réduire la dépendance à ce qui vient de l'extérieur.
Cette figure n'est pas isolée, elle est présentée comme un indicateur vivant de ce que peut devenir l'économie lorsqu'on renforce ses capacités plutôt que de les considérer comme un arrière-plan. Un premier cas éclaire cette dynamique. Une productrice rurale cultive, puis les transforme lorsque les infrastructures existent, lorsque l'eau est accessible et lorsque les outils ne manquent pas. Le discours source situe à cet endroit précis la promesse initiale: créer des espaces où produire et transformer, relier ses efforts à une chaîne de valeur qui dépasse le village et permettre une distribution régulière. L'impact est mesurable: produire sans dépendre immédiatement d'une aide extérieure. Un second cas, urbain, prolonge la démonstration. Une entrepreneur ne remplace pas le monde rural, elle en devient la continuité. Son rôle consiste à amplifier ce que la productrice initie: organiser la distribution, structurer l'offre et ouvrir la possibilité de franchir les frontières, à condition d'un environnement plus favorable et d'un accès réel au financement. Le texte fait de cette articulation une clé. Sans liaison, la chaîne se fragmente. Avec elle, la souveraineté devient praticable. So what? Tout commence par une capacité d'agir renforcée. Avant, le discours évoquait une attente, celle d'un continent dépendant de l'aide extérieure, d'infrastructures incomplètes et de barrières qui empêchaient les femmes, surtout rurales, d'accéder à l'eau, aux outils, à la terre et à la formation. Après, tout se resserre. Ibrahim Traoré tranche, refuse la passivité et déplace le centre de gravité vers celle qui maîtrise déjà les premiers maillons de la production. Cette bascule temporelle structure la dynamique du récit. Le déclencheur est clair: une adresse solennelle, une salle figée, une déclaration qui nomme la douleur: enfant perdu, industrie stagnante, obstacle à une indépendance réelle, exil risqué pour chercher ailleurs ce qui devrait être possible ici. Le propos n'adoucit rien, il expose les failles, puis désigne les femmes comme socle. Ce geste n'est pas un hommage, c'est un ordre de relecture du pouvoir, vient la montée. Le discours change d'échelle, il ne parle plus d'un pays, mais d'un continent. Il ne parle plus seulement de potentialité, mais d'unité. Il décrit la fragmentation ancienne, méfiance, différences religieuses, culturelles, linguistiques, puis affirme que les femmes peuvent aplanir les conflits. Cette affirmation devient l'un des ressorts dramatiques majeurs. Un groupe déjà actif devient un levier de cohésion. L'accélération continue. Le texte entre dans une mécanique précise: agriculture, transformation, production, distribution. La chaîne est décrite comme une route. Chaque maillon est une condition. Les zones rurales deviennent le premier champ de bataille. Les femmes sont désignées comme porteuses de l'industrialisation, du champ jusqu'au marché intérieur. Le récit écarte la logique d'assistance. Il répète qu'on ne peut plus compter sur l'aide extérieure. L'autosuffisance devient horizon. L'entrepreneuriat devient levier. Puis viennent les actes. Le discours annonce la création d'espaces où produire et transformer. Il promet la fabrication locale de produits destinés au marché intérieur. Il détaille des programmes de formation professionnelle. Il appelle à faciliter l'accès aux technologies, aux ressources et aux outils nécessaires pour entreprendre. Il évoque des mécanismes de soutien et des politiques d'accompagnement, surtout en zone rurale. Chaque bloc est présenté comme vérifiable. La tension augmente encore. Le texte introduit la dimension financière: programme de soutien, prêts préférentiels, fonds d'investissement dédiés. L'objectif est constant: permettre d'emprunter, d'entreprendre, de grandir. Simultanément, il rappelle les infrastructures de base: accès à l'eau, à la terre, aux outils de production. L'État s'engage à construire, surtout là où le besoin est le plus fort. Enfin, l'onde de choc. Le discours assume une contradiction: refuser l'attente tout en sollicitant le soutien de gouvernements,
d'organisations internationales et d'ONG. Cette coexistence entre autonomie proclamée et appui requis crée une tension opératoire. Le levier local doit piloter, le soutien extérieur doit amplifier. Le récit en fait une condition d'efficacité. Et maintenant, une question s'impose suspendue. Si l'on proclame l'autosuffisance, comment mesurer le premier delta réel? Baseline. Avant l'appel, la chaîne produire, transformer, distribuer reposait sur des efforts dispersés, fragilisés par le manque d'eau, d'outils et de formation. Delta. Après l'inflexion posée dans le discours, cette chaîne devient un instrument de mesure, observable, segmentable, vérifiable, dès que l'on suit les étapes annoncées. Ce passage constitue la réponse attendue au point resté en suspens en P5. Premier repère quantifiable. Voici les informations détaillées sur pays réunis dans une même salle. Cette échelle montre que la coordination voulue n'est pas nationale mais continentale, ce qui change la nature des engagements. Deuxième repère, des milliers de femmes présentes lors du discours. Ce nombre situe immédiatement la cible opérationnelle. Un réseau existant, mobilisable et déjà actif dans la production. Troisième repère, implicite mais mesurable. L'enchaînement agriculture, transformation, production, distribution. Ces quatre maillons forment un cadre d'évaluation cohérent, simple à suivre sur le terrain. Dans cette logique, Ibrahim Traoré réoriente l'attention vers ce qui peut réellement se mesurer sans statistiques nouvelles, l'existence d'espaces de production, la présence de formations professionnelles, la disponibilité d'outils, l'accès à la terre et à l'eau, la mise en place de mécanismes de soutien et l'ouverture au financement via des prêts préférentiels ou des fonds dédiés. Chacun de ces éléments constitue une donnée observable. Ils existent ou non, fonctionnent ou non, s'étendent ou non. Le discours source trace alors un système de preuves qualitatives. Preuve. Voici les informations détaillées sur la création annoncée d'espaces où produire et transformer. Ce type d'espace se vérifie par l'usage, lieu ouvert, outils présents, transformation effective. Preuve. Voici les informations détaillées sur la formation professionnelle décrite comme continue et appliquée. Elle se mesure par la fréquence des sessions, la transmission de compétences et la répétition des cycles. Preuve. Voici les informations détaillées sur le financement accessible. Il se juge selon la simplicité des procédures, le taux d'accès réel et la capacité à lancer une activité. Preuve. Voici les informations détaillées sur les infrastructures matérielles. Elles se valident par leur disponibilité. Eau, terre, outils, distribution minimale. Cette approche baseline delta permet de lire le discours autrement. Ce n'est plus un appel abstrait, c'est un tableau d'indicateurs vivants. La femme rurale en devient le point de vérité. Si elle obtient progressivement accès à l'eau aux outils, à la terre et à la formation, alors le delta existe. Si rien ne change pour elle, l'autosuffisance annoncée s'effondre avant d'être testée. L'autre élément mesurable est le paradoxe assumé. Vouloir réduire la dépendance extérieure tout en sollicitant des organisations internationales, des gouvernements partenaires et des ONG pour élargir les programmes. Ce paradoxe fonctionne comme un stress test. Si l'équilibre se maintient, soutien extérieur sans perte de pilotage local, alors la trajectoire reste cohérente. En refermant cette partie, une conclusion s'impose. Le delta réel dépendra de la capacité à rendre mesurables les promesses. Deux lectures fortes et opposées du discours émergent lorsqu'on met de côté l'intention politique pour ne conserver que la logique des arguments.
Dans la première lecture, l'appel est puissant, cohérent et porté par une architecture claire, reliée unité, souveraineté et développement. Puis placer les femmes, surtout rurales, au centre de la chaîne production, transformation, distribution. Dans cette version, la trajectoire paraît solide. Investir dans la formation, ouvrir des espaces de production, renforcer l'accès aux ressources, faciliter l'entrepreneuriat et structurer des réseaux de coopération. Le potentiel devient alors un moteur, et la souveraineté cesse d'être un idéal lointain pour devenir une somme d'actions observables. La seconde lecture, tout aussi plausible, insiste au contraire sur les fragilités. Le discours demande de ne plus attendre l'aide extérieure tout en revendiquant la nécessité du soutien d'organisations internationales, de gouvernements partenaires et d'ONG. Cette coexistence peut être lue comme une contradiction difficile à tenir. Vouloir l'autonomie sans disposer immédiatement des infrastructures, du financement et des dispositifs nécessaires. De plus, l'appel à l'unité se heurte à ce que le texte lui-même décrit: fragmentation, différences religieuses, culturelles, linguistiques, méfiance latente. Enfin, confier aux femmes la mission d'aplanir les conflits, de rapprocher les groupes et de porter la cohésion peut sembler démesuré, tant cette responsabilité dépasse largement la sphère économique. Le Stillman exige toutefois de renforcer la version la plus robuste. Selon la logique du contenu source, cette tension n'invalide pas le discours, elle en est la structure. L'appel à ne plus attendre ne signifie pas rompre immédiatement avec les appuis extérieurs, mais refuser qu'ils remplacent l'action locale. Les mécanismes annoncés, espaces de production, formation professionnelle, accès aux ressources, financement préférentiel, servent précisément de passerelle pour réduire progressivement la dépendance. Quant à l'unité, elle n'est pas présentée comme un état idéal, mais comme une condition pragmatique à fabriquer à travers des réseaux, des coopérations et une chaîne de valeur plus solide. Le discours assume donc la transition, une autonomie en construction, soutenue mais non confisquée. Le milieu du discours révèle un déplacement silencieux. La souveraineté n'est plus présentée comme un objectif abstrait, mais comme un indicateur vérifiable dont la femme rurale devient la mesure principale. C'est à ce point précis que la question ouverte en P3, qu'est-ce qui change réellement pour elle, trouve une amorce de réponse. Ibrahim Traoré ne parle plus seulement de potentiel. Il situe l'autonomie dans l'accès concret à l'eau, aux outils, à la terre, à la formation et dans la possibilité de transformer puis d'écouler sans dépendre d'une aide extérieure. Cette révélation recentre tout. Ce ne sont ni les slogans ni les intentions qui comptent, mais la chaîne réelle. Si le premier maillon résiste, tout suit. S'il se brise, tout s'effondre. Le texte source fait de cette femme un indicateur de cohérence, un repère qui transforme la rhétorique en test. Le renversement est discret, mais il redéfinit la suite. La souveraineté n'est pas un sommet, c'est une progression mesurable. À partir de là, l'enjeu n'est plus symbolique, mais opérationnel. Chaque action annoncée devient une variable de trajectoire. Lorsque la femme rurale devient l'indicateur central de cohérence, comme l'a révélé le midpoint, les conséquences s'étendent à 4 sphères distinctes. Elles ne reposent pas sur des chiffres nouveaux, mais sur les mécanismes décrits dans le discours. Ibrahim Traoré en fait une lecture systémique. Si l'on modifie les conditions matérielles du premier maillon, toute la chaîne évolue. La première conséquence est une obligation de cohérence. Si l'État promet des programmes, il doit produire des mécanismes visibles, espaces de production fonctionnels, accès à la terre, à l'eau et aux outils, formation régulière, dispositifs de soutien opérationnel. Le discours transforme l'unité en test concret. Réduire la fragmentation par des cadres qui rendent la coopération praticable. Enfin, la souveraineté devient un impératif politique.
Sans infrastructure minimale, aucun discours ne tient. Le monde économique voit sa logique déplacée. Il ne s'agit plus seulement de créer des entreprises, mais de consolider la chaîne complète, du produit agricole à la transformation et à la distribution. Cela impose des financements structurés, des prêts préférentiels et des fonds dédiés capables de soutenir le démarrage sans barrière prohibitive. Les entrepreneurs urbaines deviennent la continuité du rural. Elles organisent la distribution, structurent le marché intérieur et ouvrent la possibilité de franchir des frontières. Mais la discipline reste claire. Sans compétences et sans outils, aucun capital ne suffit. L'effet principal est une revalorisation du travail invisible. Les femmes ne sont plus décrites comme accompagnatrices, mais comme décideuses et bâtisseuses. Cela signifie que produire, transformer et écouler peut devenir une voie de stabilité, à condition de disposer d'eau, d'outils et de formation. Le texte souligne aussi un effet social. Si elles sont au centre, la communauté doit accepter leur présence accrue dans l'espace économique et parfois public. Enfin, la réduction de l'exil risqué dépend d'un avenir crédible sur place, lisible dans les améliorations quotidiennes. L'échelle devient continentale, réseau entre pays, coopération entre femmes, circulation de méthodes et d'opportunités. L'autonomie est articulée à un paradoxe fonctionnel, ne plus dépendre de l'extérieur tout en sollicitant un soutien pour amplifier les programmes. Ce paradoxe n'est pas une contradiction, il sert à distinguer pilotage local et levier externe. Ibrahim Traoré inscrit l'unité comme avantage stratégique. Sans alignement minimal, ni l'industrialisation, ni l'innovation ne peuvent s'installer durablement. À ce stade du raisonnement, l'avenir ne peut plus être présenté comme une ligne unique. Le discours source suggère plutôt une série de bifurcations, chacune dépendant des conditions déjà évoquées. Infrastructures accessibles, financement utilisable, formation continue, mécanismes publics fonctionnels et coopération suffisamment stable. Rien n'y est automatique. Tout dépend du rythme d'exécution. Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les. Voici les informations détaillées sur ma 12 prochains mois sans attribuer de probabilité. Scénario de base. Continuité encadrée. Si les mécanismes annoncés existent mais progressent par à-coups, alors la dynamique se développe de manière inégale. Des espaces de production et de transformation apparaissent dans certaines zones, tandis que d'autres avancent lentement, freinés par l'accès irrégulier à l'eau, aux outils ou à la formation. Les prêts préférentiels et les fonds dédiés permettent des démarrages, surtout en ville, mais le milieu rural reste partiellement bloqué. L'unité progresse par petites coopérations locales, sans basculement continental. Ce scénario traduit une montée en puissance réelle mais dispersée. Scénario optimiste. Effet de chaîne. Si au contraire, les politiques publiques, les formations et l'accès aux ressources s'alignent rapidement, alors un effet de chaîne devient visible. La production s'intensifie, la transformation gagne en régularité et les compétences se diffusent. Le financement accessible permet aux femmes, rurales comme urbaines, de lancer et développer des activités reliées au marché intérieur. Les réseaux entre pays et entre femmes renforcent la cohésion et accélèrent la circulation de méthodes. Dans ce scénario, la souveraineté quitte le champ symbolique pour devenir une dynamique palpable. Scénario défavorable. Promesses fragmentées. Si les programmes restent surtout déclaratifs, alors les écarts se creusent. Le financement existe sur le papier, mais il n'atteint pas les zones où les besoins sont les plus forts. L'eau manque, les outils manquent, les infrastructures stagnent. L'unité se heurte à la méfiance et aux divisions décrites dans le discours lui-même. La fatigue collective augmente. La souveraineté demeure un horizon, non une trajectoire. Une invitation de méthode. Une recommandation implicite du discours serait de lire ce scénario comme un tableau de conditions.
Si les conditions changent, la trajectoire change. C'est une logique de suivi plutôt qu'une logique de certitude. À ce stade du discours, la question n'est plus seulement de comprendre une vision, mais de situer chacun, selon sa position, ses moyens, ses contraintes, face à la trajectoire décrite. Le texte source insiste sur une idée simple: transformer la chaîne, produire, transformer, distribuer n'est pas un geste individuel, mais une pratique collective, faite d'apprentissage répété, de coopération praticable et de conditions matérielles accessibles. Cette logique se décline différemment selon trois cercles d'audience. Pour celles et ceux qui vivent en milieu rural, groupe A, l'impact se lit dans le quotidien. Si l'accès à l'eau, aux outils et à la terre se renforce, la capacité de produire et de transformer cesse d'être une tâche isolée. Elle devient une activité stable, transmissible, capable de nourrir et de générer des revenus. Le discours valorise cette progression non comme une récompense mais comme un socle d'autonomie. Pour les personnes en ville ou dans les zones de transition, groupe B, l'enjeu est la continuité. Entreprendre ne consiste pas seulement à créer une activité, c'est organiser la distribution, soutenir ce qui vient du rural et structurer un marché intérieur cohérent. La cohérence se mesure à la façon dont l'urbain amplifie les efforts ruraux au lieu de les absorber sans retour. Pour celles et ceux qui observent depuis l'extérieur ou depuis des institutions, groupe C, le texte propose une attitude: soutenir sans confisquer, coopérer sans imposer, renforcer sans remplacer. Cette tension accompagne tout le message. Elle donne un rôle sans créer de dépendance nouvelle. Ainsi, le discours ne demande pas d'adhésion abstraite. Il invite chacun à lire ce qui change, ce qui ne change pas encore, et ce qui peut devenir possible. Le discours d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas à l'exhortation. Il propose une logique de passage des mots aux actes. Cette logique peut être reformulée en une feuille de route en 5 étapes, chacune définie par un acteur, une action, un horizon temporel et un critère de vérification, exactement comme le texte source le permet sans introduire d'éléments extérieurs. 1. Clarifier la cible et les priorités. Maintenant, qui? Gouvernement et mécanismes publics. Quoi? Identifier les femmes rurales et les maillons les plus bloqués de la chaîne production-transformation. Mesure. Existence de listes de besoins et de zones d'intervention utilisables à court terme. 2. Ouvrir des espaces de production et de transformation court terme qui: autorité locale, dispositif public, communauté. Quoi? Créer des lieux où transformer des matières premières pour le marché intérieur. Mesure. Espace fonctionnel, fréquenté, relié à une distribution minimale. 3. Déployer la formation professionnelle, court et moyen terme. Qui? Centre de formation, programme public, partenaire. Quoi? Enseigner des compétences applicables, transformation, gestion, organisation du travail. Mesure. Sessions régulières, compétences transférées, continuité sur plusieurs cycles. 4. Rendre le financement accessible, moyen terme, qui? Fonds dédiés, mécanismes de prêt préférentiel, institutions. Quoi? Permettre d'emprunter et de lancer une activité sans barrière prohibitive. Mesure. Procédure compréhensible, accès démontrable, accompagnement au démarrage. 5. Sécuriser les prérequis matériels et la coopération. Moyen terme, qui? État, collectivité, organisation internationale, ONG. Quoi? Garantir accès à l'eau, des DSO, à la terre, aux outils, tout en élargissant les programmes sans perdre le pilotage local. Mesure. Disponibilité réelle des ressources et l'existence de réseaux actifs entre pays et entre femmes. Cette feuille de route transforme l'ambition en critères observables.
ce qui en fait la cohérence centrale du discours. On revient alors à celle qui, dès les premières lignes du récit, portait silencieusement le poids du quotidien, la femme rurale. Dans le texte source, elle n'est jamais décrite comme une figure décorative. Elle incarne le point de vérité. Si elle obtient l'eau, les outils, la formation et la possibilité de transformer ce qu'elle produit, alors la souveraineté cesse d'être une promesse lointaine. Si ces conditions ne changent pas, tout le reste demeure fragile, quel que soit le nombre de discours. Cette femme n'est pas seule, son miroir urbain, l'entrepreneur, prolonge son travail en organisant la distribution et le marché intérieur. Entre les deux, il n'y a pas deux mondes, mais une seule chaîne, que le discours veut rendre plus autonome. Ibrahim Traoré rappelle que l'attente ne suffit plus et que la souveraineté se construit par des actes visibles. C'est là que se joue la vérité. Dans cette perspective, la conclusion n'offre ni certitude ni solution immédiate. Elle propose un critère. Regardez ce qui change pour celles qui nourrissent, transforment et innovent. C'est à cette échelle que l'on juge la trajectoire. Le discours se referme comme il s'est ouvert, sur un passage, presque une lisière, où les ombres du quotidien rencontrent la possibilité d'un mouvement collectif. Rien n'y est présenté comme acquis. Tout dépend de la capacité à transformer des gestes répétés, produire, apprendre, coopérer, transmettre, en une dynamique qui tient dans la durée. La souveraineté, telle que définie dans le texte source, n'est pas un trophée, mais une discipline partagée, et elle se lie dans la vie de celles qui font déjà tenir des familles, des communautés, et parfois des segments entiers de la chaîne économique. Dans cet esprit, l'invitation finale n'est pas de rejoindre un slogan, mais de s'inscrire dans une conversation. Comment lire les progrès? Comment soutenir sans confisquer? Comment renforcer sans remplacer? Comment coopérer sans imposer? C'est une manière d'élargir l'espace public plutôt que de le saturer. Alors, pour vous, quels signes concrets montreraient que cette trajectoire commence réellement à prendre forme? Et où pensez-vous que l'effort initial doit se concentrer?